Écoutez, premier chapitre, pourquoi en sommes-nous là? Nous en sommes là parce que, au milieu des années 80, euh, l'Union soviétique, pour ceux qui savent observer, et naturellement que M. Andropov, le patron du KGB, mais pas seulement lui, toute une génération de jeunes apparatchiks brillants, formés dans les postes qu'ils tenait en Europe centrale, dans ce qu'on appelait les démocraties populaires, que l'homme le plus jeune, peut-être pas le plus jeune, mais enfin en tout cas l'un des deux ou trois plus jeunes du bureau politique, Mikhail Gorbatchev, se rende compte parfaitement bien que l'Union soviétique non seulement a raté le coche économiquement, mais qu'elle l'a raté scientifiquement, que le communisme comme idéologie est en perte de vitesse dans le monde. Bref, qu'il faut, si je résume, sortir du communisme pour éviter la faillite de la Russie. Ce sera donc la perestroïka, puis la glasnost, et à part deux personnes, très différentes d'ailleurs, Madame Thatcher et François Mitterrand, personne, absolument personne, enfin absolument personne, toujours les exceptions qui confirment la règle, mais fondamentalement absolument personne ne prend la volonté de Gorbatchev de sortir du communisme sans violence au sérieux. Non seulement on ne prend pas ça au sérieux, mais beaucoup de gens pensent qu'il ne faut pas qu'une évolution, qu'un réformisme communisme puisse triompher, car ce serait le triomphe du communisme. Et les grandes démocraties, malgré les efforts, encore une fois, de Madame Thatcher et de François Mitterrand, refusent d'aider Gorbatchev. Elles empochent toutes les concessions qu'il fait, euh, notamment la démocratisation de toute l'Europe centrale et le retrait de l'Union soviétique, de toute cette partie du continent conquise par Staline à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et ne donne rien en échange. Et naturellement, Gorbatchev échoue et la tentative de sortie pacifique et régulée du communisme échoue avec lui. Deuxième erreur aussi tragique, peut-être intellectuellement encore plus invraisemblable, une fois que cet échec est là, personne, mais alors là, rigoureusement personne, ne se soucie, rigoureusement personne, encore une fois, il y a les exceptions qui confirment la règle, mais fondamentalement, absolument personne, ne se soucie même d'essayer de réfléchir à un ordre international que l'on pourrait substituer à l'ordre de la terreur qui s'est évanoui avec la guerre froide. Et donc, nous entrons dans une nouvelle période euphorique, folle, où les États sortis de l'Union soviétique se multiplient sur la carte. Qui se souvenaient encore à l'époque qu'il y avait une Biélorussie, on disait encore Biélorussie, on dit Bélarus aujourd'hui, une Ukraine, ne parlons pas de la Géorgie, ne parlons pas de la Moldavie, qu'on confondait aisément avec la Moldavie si chère au sceptre d'Ottokar. Et nous entrons dans cette période où intérieurement la Russie se convertit à ce qu'on appelle l'économie de marché et qui n'est en fait que le plus grand hold-up de l'histoire tout court. Jamais on a vu, je sais pas, 200 personnes empocher directement l'essentiel des richesses collectives de l'Union soviétique. Richesses, défaites, ébranlées, tout ce qu'on veut. Richesses quand même, notamment les matières premières, ce qui n'était pas rien.
On appelle ça l'économie de marché. Les Russes voient ça avec stupeur et on leur dit que le pouvoir des plus forts sortis de ce hold-up, ça s'appelle la démocratie. Il faudra 10 ans pour que les Russes applaudissent le jeune homme tout en muscles qui va remplacer l'ivrogne patenté qui était Boris Yeltsin, et l'applaudissent parce qu'il était le contraire de ce qu'était son prédécesseur, et parce qu'il promettait une dignité que la Russie avait perdue, et qu'il promettait aussi de faire rendre gorge aux voleurs. On connaît la suite, mais cet épisode, premièrement, a installé une kleptocratie au pouvoir en Russie. Deuxièmement, a dégoûté une large partie de la population russe, à la fois de l'économie de marché et de la démocratie, puisque l'économie de marché, c'était le vol, et la démocratie, c'était le pouvoir d'une oligarchie extrêmement restreinte. Et évidemment qu'à ce moment-là, se posait le problème de la raison d'être politique de ce pouvoir. Ce pouvoir, qui était une kleptocratie, il lui fallait bien une valeur morale, il lui fallait bien se réclamer de quelque chose. Et dès qu'il est arrivé au pouvoir, comme Premier ministre d'abord, Vladimir Poutine s'identifie au refus de céder un mètre carré supplémentaire de l'Empire russe. C'est la Tchétchénie. Et c'est comme ça qu'il devient populaire. En disant non, maintenant c'est fini. On ne cède plus rien. C'est sa définition politique. Sa popularité baisse, il annexe la Crimée. Sa popularité remonte. Sa popularité rebaisse très vite, après avoir de facto annexé la plus grande partie du Donbass. Il lance l'agression contre l'Ukraine, en se disant, premièrement, que cela va lui redonner, à lui et à sa mafia, la popularité nécessaire pour pérenniser leur pouvoir, mais aussi parce que cela correspond certainement chez cet homme, et on peut le comprendre, une volonté de soigner les douleurs de l'amputation. Parce que l'amputation a été très rapide, très brutale. Elle n'a pas été le fait des puissances occidentales. Ce ne sont pas les puissances occidentales qui ont défait l'Union soviétique. Absolument pas. Souvenons-nous même que quand l'Ukraine marche sur le chemin de l'indépendance, le pouvoir américain de l'époque est absolument terrifié, en se disant mais où est-ce qu'on va? D'autant que une part considérable des stocks d'armes nucléaires étaient en Ukraine. Où est-ce qu'on va? Et George Bush le père, à l'époque, est le pied sur le frein. Mais la volonté d'indépendance vient de ces peuples, naturellement, et les années passant, ces peuples vont s'éloigner de plus en plus de la Russie parce que la Russie est incarnée par le régime de M. Poutine. Et les Russes, après avoir détesté Boris Yeltsin, commencent à détester la deuxième kleptocratie. M. Poutine dit l'avancée de l'OTAN. La France et l'Allemagne avaient bloqué, et elles en avaient le pouvoir. Et donc ça s'était fait. L'entrée de l'Ukraine dans l'Alliance Atlantique.
au moment où M. Poutine décide de son agression, décide de faire entrer ses troupes en Ukraine, il n'est absolument pas question d'une entrée de l'Ukraine dans l'Alliance Atlantique. Il en est peut-être question dans tel ou tel cercle à Washington. Je ne dis même pas d'ailleurs à la Maison-Blanche, certainement pas celle de Trump, mais certainement pas non plus celle d'Obama avant. Mais en tout cas, il n'en est pas question dans les faits, parce qu'il y a au moins 2 vétos suffisants pour arrêter cela. Et puis, les Ukrainiens eux-mêmes, autant à partir du début du XXIe siècle, ils sont de plus en plus favorables à l'idée de rejoindre l'Union européenne, autant jusqu'à l'annexion de la Crimée, ils sont massivement hostiles à l'idée de rejoindre l'Alliance Atlantique. Mais il y a un moment où, premièrement, les Ukrainiens voient ce qu'est la Russie, où, deuxièmement, la Russie annexe la Crimée et porte la guerre dans le Donbass, et il y a un mouvement de bascule très profond dans l'opinion ukrainienne, puisque c'est comme ça, mettons-nous comme les autres sous le parapluie américain. Et donc rejoignons l'Alliance Atlantique. Et là, effectivement, il y a un basculement. Qui a provoqué ce basculement? Le régime Poutine. Avant même l'annexion de la Crimée, avant même l'entrée en Crimée, en Ukraine, excusez-moi, ce régime est un tel repoussoir, car c'est un repoussoir, que les Ukrainiens se disent, bon, il faut passer de l'autre côté du mur, qui n'existe plus, mais il faut passer de l'autre côté du mur. À très grands traits, voilà l'origine de cette guerre. Voilà l'origine de ce conflit, encore une fois, parce que les démocraties n'ont pas voulu favoriser la démocratisation de l'Union soviétique, qui n'était pas une utopie, qui aurait pu se faire, qui se serait fait, je ne sais pas, personne ne peut le dire. On ne peut pas réécrire une histoire, enfin écrire une histoire qui ne s'est pas faite. Mais pourquoi ça n'aurait pas pu se faire? Je ne vois pas de raison. Ça pouvait se tenter. On ne l'a pas souhaité. Les démocraties ne l'ont pas souhaité. Et les démocraties n'ont rien fait pour. Et deuxièmement, personne, ni les Russes, ni les Européens, ni les Américains, n'ont même pensé, après l'éclatement de l'URSS, à réécrire un pacte de sécurité, de stabilité et de coopération pour le continent européen. Deuxième chapitre. Est-ce que M. Poutine peut gagner aujourd'hui cette guerre? Ma réponse est non, ou plutôt ma réponse serait non. Je crois qu'il la perdra et qu'il l'a déjà perdue, en fait qu'il l'avait perdue mi-avril, il y a un an. Parce que lorsqu'un pays de la taille de la Russie envahit un pays de la taille de l'Ukraine, lorsqu'un pays qui est la deuxième puissance nucléaire du monde, lorsqu'un pays qui est le plus étendu du monde, lorsqu'un pays qui est une puissance pauvre, mais qui est assise néanmoins sur des richesses inouïes, n'arrive pas à conquérir Kiev. Enfin, c'est exactement comme si demain la France dirigée par un fou voulait annexer la Belgique ou en tout cas la Wallonie et n'arrivait pas à quoi que ce soit au bout d'un an. Quoi que ce soit, j'exagère. Oui, c'est vrai. Les territoires contrôlés par la Russie se sont un peu étendus, mais si peu que c'en est grotesque. Que c'en est grotesque. Depuis septembre, l'armée russe dit nous allons prendre demain matin Bakhmout. Ce n'est toujours pas fait. Enfin, est-ce qu'on se rend compte de cela?
La Russie en est à acheter, la Russie en est à acheter des drones aux Iraniens et des munitions aux Nord-Coréens. M. Poutine a signé un échec d'une humiliation terrible pour la Russie, mais il n'a pas fait que cela. Cet homme qui voulait bloquer, soi-disant, une progression de l'Alliance Atlantique sur le continent européen, alors même que les États-Unis étaient en train de se retirer du continent européen. Cet homme a fait revenir les États-Unis sur le continent européen. Cet homme a fait entrer 2 pays neutres dans l'Alliance Atlantique. Bravo. Bravo. Le type qui voulait contrer l'influence néfaste et tragique de l'Alliance Atlantique. Et évidemment, aujourd'hui, si vous trouvez un Ukrainien sur 3000 qui veuille refuser que son pays entre dans l'Alliance Atlantique, véritablement, vous aurez de la chance. Ils veulent tous entrer dans l'Alliance Atlantique et on ne peut que le comprendre. Et on ne peut que le comprendre, même si ça pose, peut-être, on verra, des problèmes. M. Poutine a perdu la guerre pour une 3e raison, c'est qu'on voit bien les signes de délitement de ce pouvoir. Je suis frappé de revivre ce que j'ai vécu quand j'étais correspondant à Moscou pendant la perestroïka. Mais enfin, tu n'y penses pas, ce pouvoir est inébranlable, on ne sort pas du communisme. Mais enfin, tu n'y penses pas, ce pouvoir est inébranlable, on ne sort pas du poutinisme, etc. etc. Bon, on ne sort pas du poutinisme, pourquoi est-ce qu'on ne sortirait pas du poutinisme? Quel succès a-t-il apporté à son peuple pour qu'au bout de 2 décennies de pouvoir, il soit si populaire qu'on ne puisse pas voir sa chute? Je ne vous dis pas qu'il va tomber, je n'en sais rien. Mais l'exclure, c'est invraisemblable. C'est d'autant plus invraisemblable que il suffit d'ouvrir le poste pour entendre que l'état-major et ce monsieur Prigogine, le patron des groupes Wagner, s'envoient des sauts de ce que je pense à la figure matin, midi et soir, exactement comme si Poutine n'était pas là. Ah oui, mais alors vous savez, non, non, mais c'est pas vrai, Prigogine est un homme de Poutine. Un homme de Poutine, enfin, il passe son temps, il a été, oui, c'est certain, mais aujourd'hui, il passe son temps à dénoncer l'incapacité du commandement. Mais qui est le commandant en chef si ce n'est Vladimir Poutine? Alors je ne dis pas qu'il s'attaque à Poutine, non, il ne s'attaque pas directement à Poutine, mais enfin, tout son comportement est une attaque de fait contre Poutine. Et tout son comportement laisse penser qu'il pense que la place peut être vide et que donc il faut mettre le pied dans la porte tout de suite, avant que d'autres ne l'aient fait. Si M. Poutine n'arrive pas, maintenant qu'il a remis l'armée russe en avant, et de facto écarter M. Prigogine en laissant l'armée ne pas lui laisser de munitions, ou en tout cas pas assez, si l'état-major n'arrive pas à emporter une victoire un peu convaincante, je ne dis même pas à prendre Kiev, il y aura un problème de je ne sais pas quoi, mais un problème de changement politique qui se posera à Moscou, dans quelles conditions, au profit de qui, je ne sais pas. Mais fin du 2e chapitre. 3e chapitre. Est-ce que nous sommes entrés dans la 3e guerre mondiale? Non. Non. Non, parce que pour qu'il y ait une 3e guerre mondiale, il faudrait qu'il y ait véritablement, je ne sais pas, il aurait fallu, par exemple, qu'il y ait une telle victoire de M. Poutine, si éclatante, qu'il se dise pourquoi pas pousser l'avantage. Il n'aurait même pas eu besoin de le pousser militairement dans les pays baltes. Le rapport de force aurait été tel que
Baltes auraient bien dû tenir compte d'une nouvelle réalité, peut-être même la Pologne, certainement la Moldavie, certainement la Géorgie. Vous avez vu ce qui s'est passé la semaine dernière en Géorgie. La moitié du pays, c'est une expression, c'est une façon de parler, enfin, un nombre considérable de gens étaient dans les rues pour dénoncer la loi russe. Alors, la guerre entre les États-Unis et la Chine, c'est plus plausible sur Taïwan. Est-ce que vraiment M. Xi Jinping aurait intérêt aujourd'hui à lancer un assaut contre Taïwan en sachant qu'il se confronterait directement à la marine américaine qui est là, dans le détroit, et tout autour de Taïwan? Oui, si son pouvoir, M. Xi Jinping, était tellement menacé intérieurement qu'il se dise bon, la seule possibilité de m'en tirer serait une fuite en avant nationaliste. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là, et ce qu'on observe, c'est plutôt l'inquiétude croissante de la Chine devant la perturbation que la guerre d'Ukraine apporte aux échanges internationaux, parce que la réduction ou le non-développement, tout simplement, des échanges internationaux a évidemment des répercussions immédiates et très importantes en Chine. La Chine vient d'annoncer cette année un taux de croissance de 5,5. On peut être un peu sceptique. En tout cas, l'année dernière, c'était 3,5. C'est plus 10, c'est plus 12. C'est autre chose. C'est autre chose. Comment est-ce qu'on gère ça politiquement alors que depuis Tiananmen et depuis Deng, depuis les années 80, depuis la perestroïka, on peut dire aussi, le deal entre la société chinoise et le parti, c'est on vous laisse vous enrichir, vous nous laissez gouverner. Mais si on ne les laisse pas s'enrichir, et on ne les laisse plus s'enrichir, est-ce qu'on les laisse gouverner? Je ne dis pas que non, mais il commence à y avoir en tout cas un point d'interrogation qui se profile à l'horizon. L'intérêt de la Chine n'est pas que cette guerre dure. Alors, nous lisons matin, midi et soir que M. Xi est allergique à la domination de l'impérialisme culturel et politique et partiellement économique des grandes démocraties et notamment et surtout des États-Unis. Oui, oui, il est certainement allergique. Mais est-ce que ça veut dire qu'il veut envoyer des bataillons chinois pour écraser la résistance ukrainienne, partir en guerre dans une troisième guerre mondiale contre les États-Unis et l'Union européenne? Je ne le crois pas. Je ne crois pas que nous en soyons. Oui, mais, objection souvent entendue, Poutine ne peut pas perdre. Variation syntaxique, la Russie ne peut pas perdre. Alors ça, je vais employer un très gros mot, mais je ne peux pas me retenir. Ça, c'est la plus belle connerie qu'on puisse. C'est ahurissant. Qu'est-ce que ça veut dire ne peut pas perdre? S'ils perdent, ils perdent, c'est tout. Quatrième chapitre, et dernier. Quand la Russie aura perdu, parce que M. Poutine l'amène à la défaite, que faudra-t-il faire? Bien là, il y a deux écoles. Il y a deux écoles et puis il y aura les réalités du terrain. Mais enfin bon. La première école, c'est il faut les faire payer, ces salauds. D'ailleurs, il n'y a pas un seul Russe qui soit descendu dans la rue pour empêcher cette guerre. C'est donc qu'ils soutiennent Poutine, c'est donc que ce sont génétiquement parlant des salauds, ou en tout cas des lâches, des serfs, qui préfèrent la suggestion à la liberté.
Et donc, il faudra qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait à l'Ukraine, financièrement parlant. Et si les réparations de guerre qu'on leur imposera pouvaient favoriser une telle crise sociopolitique que la Fédération de Russie éclate, et tant mieux. On ne la regrettera pas. Parce que les griffes de l'ours auront été limées. C'est ce qui s'est passé avec l'Allemagne à la fin de la Première Guerre mondiale. On connaît le résultat. Si on veut recommencer, très bien, allons-y. Mais nous ne nous plaignons pas dans 30 ans. Il y a un autre modèle. C'est 47. Le procès de Nuremberg terminé. Les grandes démocraties tendent la main à l'Allemagne, l'aident à se reconstruire économiquement, politiquement, et font que l'Allemagne, après 15 ans, grosso modo 15 ans de nazisme, devient la plus stable, la plus solide et probablement la plus enviable des démocraties de l'Union européenne. On peut faire la même chose avec la Russie. Et j'espère que ce sera le choix que l'on fera à ce moment-là. Pour y arriver, il faut une condition. Il faut que M. Poutine essuie une telle défaite ou une telle non-victoire, ça revient au même, qu'il n'ait plus d'autre choix, lui ou son successeur, on s'en fiche, c'est pas ça le problème, que de négocier. Et pour cela, évidemment qu'il faut aider massivement l'armée ukrainienne, sans négoter, ni sur le type d'armement, ni sur les délais de livraison. C'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on découvre que le stock militaire des pays de l'Union européenne, même de la France, c'est pas folichon. Que les états-majors nationaux s'asseyent sur ce qui leur reste, il leur reste pas grand-chose, en disant on ne peut pas tout envoyer en Ukraine parce qu'on n'a plus rien. Qu'est-ce qui se passe si on est attaqué, même par un autre pays que la Russie? On ne sait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Et nous arrivons à la conclusion. La conclusion, c'est que on assiste aujourd'hui à une transformation accélérée de l'Union européenne en une union politique. Quand on dit ça, on est généralement accueilli par un scepticisme poli ou pas poli. Mais il y a eu 3 moments qui ont totalement transformé l'Union. La campagne électorale de Trump, la première. Lorsqu'il dit textuellement que si l'Estonie était attaquée un jour, il ne dit pas par qui, mais enfin, vous comprenez bien que ce n'était pas par les Martiens, avant de la protéger, c'est-à-dire avant de respecter les statuts de l'Alliance Atlantique. Il faudrait vérifier qu'elle soit bien à jour de ses cotisations à l'Alliance. Eh bien, ce jour-là, cette déclaration qui est passée relativement inaperçue dans les opinions, en France, en Italie, en Espagne, enfin, l'ancien monde libre, alors, je peux vous dire qu'elle n'est pas passée inaperçue du tout dans les pays sortis du bloc soviétique. Et ce jour-là, en l'espace d'une demi-journée, tous ces pays
on commençait à se dire que finalement ces Français n'étaient pas si fous lorsqu'ils disaient qu'il fallait une défense commune européenne. Peu après mon élection, j'ai fait une tournée comme parlementaire en Pologne et dans les pays baltes, justement pour étudier cette question de la défense. Je n'ai rencontré personne qui me dise qu'il ne faut pas de défense. 2 ans avant, je n'aurais rencontré personne qui me dise qu'il en faut une. Alors, évidemment, la définition de cette défense, sa place dans l'alliance, ses rapports, tout ce que vous voulez, c'est des sujets d'engueulade. Mais c'est une transformation inouïe. Qui vient de demander que l'Union européenne achète en commun des munitions, achète en commun des munitions pour les livrer à l'Ukraine? La première ministre estonienne. La première ministre estonienne. C'est-à-dire que c'est probablement l'un des pays, si ce n'est le pays par sa taille, le plus atlantiste, enfin, par sa taille, oui, enfin pas par sa politique. Mais bon, mais enfin quand même, le plus susceptible d'un atlantisme profond, on va dire comme ça, qui aura conduit, parce que ça va se faire, c'est en train de se faire, l'Union européenne a acheté collectivement des armements. Après M. Trump, il y a eu Mme Covid. Mme Covid a mis les économies des pays membres, des 27 pays membres, on n'était plus 28, la Grande-Bretagne était partie, dans un tel état que M. Macron n'a vraiment pas eu de mal, il lui a fallu 10 jours pour convaincre Mme Merkel, la chancelière allemande, de se rallier à l'idée française d'un emprunt européen commun de 750 milliards d'euros. Quand les Néerlandais ont appris ça, ils sont tombés de leur chaise, mais nous avions un front commun de la France et de l'Allemagne pour dire que l'Union européenne doit emprunter en commun pour relancer les économies et le faire sous contrôle de la Commission, puisqu'il s'agira d'un argent européen emprunté par l'Europe en commun. Deuxième changement invraisemblable. Invraisemblable. Et puis M. Poutine envahit l'Ukraine, et pendant que Joe Biden continue à répéter pendant 10 jours que nous n'enverrons, nous les Américains, aucun homme, etc., en 2 jours et demi, les pays de l'Union européenne mettent en place le mécanisme financier qui permet à chacun d'eux de livrer des armes dans un délai absolument record à l'Ukraine. C'est-à-dire, en fait, je ne le dirai pas en dehors de cette salle, bon, tant pis, l'Union européenne entre en guerre. L'Union européenne entre en guerre comme Union européenne. Alors évidemment, elle n'entre pas en guerre en envoyant des soldats sur le champ de bataille. Mais elle entre en guerre parce que, évidemment, que quand on arme, comme elle le fait l'Union européenne et comme elle va continuer à le faire, elle continue en ce moment à le faire, bah, évidemment que c'est une entrée en guerre. Ce n'est plus la même Union européenne. C'est le début d'une union politique. Est-ce que ça va se faire ou est-ce que ça va casser? Ça peut casser. Je ne le crois pas. Ça peut, mais moi je ne le crois pas. Je pense en revanche qu'il y aura, et il y a déjà, des batailles politiques d'une férocité inouïe. Parce que là, on touche à l'essentiel. On touche aux régaliens. On touche à la guerre, tout simplement. On touche à la guerre, on touche aux emprunts communs pour financer des investissements communs, on touche aux politiques industrielles communes, on touche à la création d'industries pan-européennes sur le modèle d'Airbus. Pour l'instant, il n'y a qu'Airbus. Maintenant, il y en a plusieurs sur les rails. Évidemment que tout le monde va s'entretuer avec tout le monde.
parce que chacun va défendre ses conceptions, ses intérêts, etc., etc. Mais si personne ne s'entretue avec personne, c'est qu'on ne ferait rien. Si on s'entretue, c'est qu'on avance. Donc, je souhaite qu'on s'entretue, parce que ce sera le signe de la vitalité. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai déjà trop parlé. Voilà, on va s'arrêter là, je vais prendre des questions. Merci. Je vais peut-être, comme tu veux, une petite remarque que je vais me permettre et après je passe le mot. Moi, j'ai participé à une époque, dans le début des années 90, à une mission interministérielle en France qui s'occupait des pays de l'Est. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y avait d'ailleurs Jean-Pierre Paget. Oui, bien sûr. Et qui s'occupait notamment plus de la Russie que d'autres pays. Moi, j'ai souvenir de cette époque parce que c'était l'Europe aussi, puisque c'est une mission interministérielle, mais qui travaille avec l'Europe, avec la terre, etc., enfin, avec les fonds communautaires. Et j'ai un souvenir frappant, c'est qu'il nous est arrivé à plusieurs reprises d'être en contact avec les Américains, et même d'aller à Washington pour discuter de l'aide aux pays de l'ex-Union soviétique, y compris la Russie. Et ce qui nous avait frappé, c'est qu'il était question, bien évidemment, d'aider les pays de l'ex-Union soviétique, sauf la Russie, à tout point de vue. Et ce que les hommes politiques américains, notamment, on avait rencontré l'adjoint du secrétaire au Trésor, c'était de dire la Russie, non pas ne mérite que, mais c'était comme ça que nous l'entendions, que de passer à la thérapie de choc de Sachs. Et donc, l'économie de marché, tout de suite, privatiser toute l'économie, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'industrie, etc. Et réduire la puissance de la Russie. C'était un discours implicite ou explicite. Et moi, ça nous frappait à l'époque parce que, quand vous disiez peu de gens pensaient qu'il fallait aider la Russie, il y avait quand même... À sortir du communisme. Même à sortir... C'est pas la même période. Oui, enfin, oui, peut-être. C'était avant. Oui. Moi, je pensais à cette époque-là, ça nous frappait beaucoup de voir que finalement, il y avait une sorte de lâche satisfaction d'une Russie qui était faible et qu'il fallait encore affaiblir. La seule chose qui nous intéressait, c'était les matières premières et les industries de qualité. Donc, c'est un simple témoignage, hein, ça ne vaut pas une analyse de fond, mais c'était sur les années 91, 90, 91, 92, 93, l'opinion majoritaire des anglo-saxons, peut-être un peu moins les Anglais, mais en tout cas les Américains, c'était essentiellement ça. Il y avait en France et en Europe pas mal de gens qui avaient envie d'aider la Russie à l'époque, mais qui n'ont pas eu les moyens de le faire, qui n'ont pas pris les moyens de le faire. C'est peut-être les deux choses. C'était une simple... Non, je comprends. On prend d'autres questions? Allez, je réagisse. Il y a une question aussi sur... Oui, c'est gentil, merci. Il y a une question aussi sur le... C'est de l'eau, mais c'est pas... Sur le Zoom, là. Alors, je ne sais pas si on commence par celle-là, mais en tout cas, c'est Denis Lafont. J'ai coupé les micros de tout le monde tout à l'heure, sur le Zoom, donc c'était par écrit. Et donc, je vous dis la question, c'est bonjour, mais pour la défense européenne, on achète US, on est donc moins d'une défense européenne et encore moins une industrie de la défense. Qu'en pensez-vous? La Pologne achète des F-16 américains, l'Allemagne lance un programme important, etc. Jean-Michel Echelle, peut-être. Il y aurait une position différente des Occidentaux aux frontières avec la Xénophobie.
plus simplement dit, est-ce que les forces qui sont données, l'aide qui est donnée à l'Ukraine, se poursuivrait si les Américains pouvaient également. Bon. Peut-être je prends 3 questions, on en reprendra 3 après. C'est plus raisonnable, autrement je vais oublier la 4e. Après. Assez tôt, en fait, il fallait pas les termes exacts, c'est l'idée de la négociation. Voilà, c'est que par ça. Voilà. Bon, écoute, là on s'arrête là parce qu'on est déjà dans des domaines très très différents. Je vais les prendre dans leur chronologie. Votre remarque, aider la Russie à sortir du communisme, c'était aider Gorbatchev, c'était ne pas faire ce qu'a fait Ronald Reagan, organiser avec les Saoudiens une telle baisse du pétrole que les caisses de l'URSS gorbatchevienne étaient en plus vides, en plus de tous les autres problèmes. Et qu'il y a eu évidemment très peu en Europe, mais certainement dans l'équipe au pouvoir autour de Ronald Reagan, un immense éclat de rire. Je vais vous raconter une anecdote. La sœur du roi du Maroc m'avait dit à l'époque, ah ah, ils sont baisés les cocos. C'était un sentiment général dans ces milieux-là. L'histoire, en revanche, de la politique, la thérapie de choc, etc. Mais ça, c'est autre chose. C'est tout à fait autre chose. C'est le crétinisme thatchérien. C'est-à-dire que les gens qui défendaient l'idée de la thérapie de choc, ils défendaient pour la Russie, mais pour tous les pays sortant du communisme, sortant de l'URSS et en Europe centrale et partout. Il faut la thérapie de choc parce que la transition, quelle horreur, mais ça pourrait être quoi? Une économie mixte, mon Dieu, au secours, etc., etc. Et donc la thérapie de choc, ben oui, bien sûr. Alors ça va, vous le disiez, ça va être très très dur pendant 6 mois, pendant 1 an, etc. Mais regardez comme ça démarre bien en Pologne. Ils oubliaient qu'en Pologne, l'écrasante majorité de la culture était privée. Ils oubliaient qu'il y avait une culture du secteur privé qui n'avait pas été perdue. En Russie, je me suis fait étrangler un jour par Solzhenitsyn sur un plateau de télévision parce que j'avais dit ça. Mais enfin, en Russie, fondamentalement, il n'y avait pas eu de culture de l'entreprise privée et de l'industrie. Peut-être qu'André Gratchov va protester, mais enfin, en tout cas, si cette culture avait existé, elle a existé, bien sûr, à la fin du 19e et au début du 20e. Mais c'était marginal dans la culture historique et économique du pays. Donc, c'était des situations complètement différentes. Et une bande d'imbéciles, je ne devrais pas parler comme ça, mais enfin, bon, le cœur parle, une bande d'imbéciles idéologues a appliqué mécaniquement des recettes qui n'avaient jamais été appliquées aussi mécaniquement et stupidement dans l'histoire, parce que le marché s'est créé étape par étape et non pas de la manière dont ça a été créé dans les pays sortant du communisme. Et j'avais vu à Moscou en 94 les premières élections, la réélection de Yeltsin, c'est 94, 15, 80, 16. Alors, j'avais vu en fin 95, début 96, j'étais retourné à Moscou pour un long reportage, je crois pour la République, pour un long reportage. J'avais vu le représentant du FMI à Moscou. Cet homme
faisait peine à voir tellement il était navré, désespéré, effaré, commotionné. Il n'y avait pas de mots trop forts pour décrire son état. Et il m'avait dit, oh, mais vous savez, monsieur Guetta, la Russie d'aujourd'hui, c'est le triomphe du marxisme. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais oui, nous assistons à l'accumulation primitive, telle qu'elle a été décrite par Marx. Et c'était très bien vu. Et à l'époque, j'avais un copain qui avait été mon assistant pendant la période de Solidarité. Il était devenu vice-ministre des privatisations, il était tout à fait devenu thatchérien. Et il m'expliquait que, ben oui, bien sûr que c'était le vol, mais qu'il fallait créer une bourgeoisie. Et que pour créer la bourgeoisie, ben, il fallait le vol, naturellement, puisqu'on l'a créé ex nihilo. Et que c'était pas grave, puisque les enfants des voleurs iraient à Harvard ou je ne sais où, et qu'ils deviendraient des gens tout à fait convenables et piliers de la démocratie à laquelle ils aspireraient naturellement, puisqu'ils auraient été élevés d'abord dans des pensionnats helvétiques et ensuite à Harvard. C'était ce qu'on pensait à l'époque. C'était ce qui se disait très ouvertement. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis, me disaient les mêmes, à la fin du 19e siècle? Les barons voleurs. Ben voilà, il nous faut nos barons voleurs qui vont créer les dynasties qui vont créer le capitalisme et donc la démocratie. Le capitalisme et donc la démocratie. Donc, encore une fois, ce n'est pas la même chose. Les années 80 et les années 90. La deuxième question, les achats d'armes aux États-Unis. Où voulez-vous les acheter? Il n'y en a pas en Europe. Aujourd'hui. Il n'y en a pas. C'est comme ça. Je suis le premier à le regretter, vous l'imaginez. Mais il y en aurait si tous les gens qui, depuis 30 ans, disent « Ah, l'Union européenne, la prison des peuples, la souveraineté, le machin, etc. » n'avaient pas bloqué le développement d'une défense européenne, n'avaient pas bloqué le développement d'industries pan-européennes d'armement. Nous ne serions pas dans cette situation. Nous sommes dans cette situation. Et quand le chancelier allemand dit qu'il achète des avions aux États-Unis, oui, où les achèterait-il? Il nous faut des armes aujourd'hui. Alors, on ne peut pas ne pas s'interroger sur la cécité qui a amené tant de gens à refuser le développement d'une unité politique de l'Union européenne et en même temps dire qu'il est navrant, scandaleux, qu'on achète des armes aux États-Unis. J'en suis désespéré. Quand je dis désespéré, je n'exagère pas. Vous n'avez pas le choix. Enfin, si, il y a un choix. C'est d'aujourd'hui arrêter de s'asseoir sur le train en disant la souveraineté, non, la souveraineté, elle est européenne. On a besoin d'industries d'armement pan-européennes auxquelles acheter. Je vous demande pardon. La Crimée. À mes yeux, c'est un faux problème. Si demain, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, les Ukrainiens étaient en passe ou en situation de pouvoir réellement reprendre la Crimée, cela signifierait que tout simplement l'armée russe se serait écroulée et que donc il y aurait une crise politique majeure avec ou sans Poutine, mais je veux dire une crise politique majeure à Moscou et une situation tout à fait différente de celle dans laquelle nous sommes toujours aujourd'hui. Et si nous arrivions à cette situation-là, mais
la Crimée ne serait plus un sujet de guerre, mais un sujet de négociation. Et donc, quand on entend trop de gens à mes yeux dire « Ah oui, mais la Crimée, mais écoutez, la Crimée, on verra. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. » Quatrième question. Si, madame. Et non, c'est la quatrième. Oui. Et la mienne était première. Voilà. Non, je sais encore compter. Et alors Macron, il n'a pas dit négociation, il a dit il ne faut pas humilier la Russie. Il avait bien, enfin à mes yeux, évidemment raison. Parce que ne pas humilier la Russie, ça voulait dire dans sa bouche ne pas recommencer l'erreur tragique du traité de Versailles, mais recommencer l'intelligence du plan Marshall. Mais simplement, Monsieur le Président, toute vérité n'est pas bonne à dire à tout moment. On ne dit pas au moment où l'armée de M. Poutine entre en Ukraine, il ne faut pas humilier la Russie. Mais le président, je crois, parce que je m'interroge parfois sur les raisons qui peuvent l'amener à manquer à ce point de psychologie. Il croit que tout le monde est aussi intelligent que lui. Et donc, quand il dit il ne faut pas humilier la Russie, c'est comme s'il parlait, c'est comme si Manu parlait à Emmanuel. Mais non. Et puis tout le monde ne connaît pas l'histoire, et tout le monde n'a pas en tête la différence entre le traité de Versailles et le plan Marshall. Réfléchis un peu à ce que tu dis, parce que tu as raison, et ce n'est pas le moment de le dire, en tout cas pas comme ça. Ça, il ne sait pas. Chacun a ses défauts. Non, mais nous tous dans cette salle, chacun de nous a ses défauts. Moi, par exemple, je m'énerve sur les achats d'armes, je n'aurais pas dû. Mais c'est parce que je m'énerve tous les jours quand on me pose cette question. Alors à la fin, voilà. Mais et quand Macron quand Macron s'obstine à téléphoner à Poutine pendant 8 mois, ou à le rencontrer au bout de la table. Oui, mais enfin bon, l'armée n'était pas déjà entrée. L'armée n'était pas déjà entrée. Non, l'armée n'était pas déjà entrée. Si, je dis une bêtise? Non, l'armée n'était pas déjà entrée. Mais ça, c'est le deuxième défaut de cet homme, c'est que il se sait tellement intelligent qu'il se croit d'une intelligence irrésistible. Et quand Trump est élu, il n'aime pas Trump. Évidemment, il ne peut pas aimer Trump. C'est l'incarnation de la vulgarité, ce que Macron n'est pas du tout. Mais il se dit, mais je suis tellement plus intelligent que lui, tellement plus séduisant, tellement plus charmant, tellement etc., que je vais me le mettre dans la poche, flouf, comme ça. Ben, vous savez comment ça s'est terminé avec Trump, et nous savons comment ça s'est terminé, ou plutôt comment ça n'a pas commencé d'ailleurs, avec Poutine, qui est resté mais absolument insensible au charme et à l'intelligence de notre président. Absolument insensible. Mais cela étant, on ne le répétera jamais assez, notre président a totalement raison sur ce qu'il ne faut pas faire avec la Russie et ce qu'il faudra faire. Mais le moment venu, Monsieur le Président, le moment venu, préparez-le. Voilà. André.
Gorbatchev, justement. Ensuite, De reformuler. Oui, une autre question, peut-être venant sur la dernière remarque. Une des autres formules utilisées par le président Macron, c'était l'expression de son intention d'accompagner et d'aider l'Ukraine jusqu'à la lutte. Voilà, sachant que le terme n'est pas que émotionnel, mais aussi militaire, et on est conscient de ce que la notion de pouvoir, de ce côté de la ligne, et pour le moins, c'est multicolore. Du côté ukrainien. Non, pas que, occidental. Ah, occidental. Puisqu'il y a, par exemple, une victoire qui peut supposer le repoussement russe de la frontière du 21 février 1922. Ensuite, une autre définition de cette victoire, c'est la reprise par l'Ukraine des frontières 91, ce qui intégrerait l'Est. Il y a encore une autre, d'autres définitions. Nach Moscou. Voilà. Il n'exclut pas la prise de d'ailleurs implicitement, en référence à ce que la Russie, suite à la défaite qui devrait traiter de la façon de l'Allemagne, ça suppose que ce qu'on va jusqu'à Moscou est évidemment quelque sorte de paix à l'arbre pour le procédure Nuremberg, pour les initiateurs de la défaite, mais dans le sens de la mais la deuxième partie de cette question concerne plutôt le côté occidental. Supposons, dans le scénario optimiste, que la défaite de Poutine entraîne, rappelons le changement de régime. Qu'est-ce qui nous garantit, qu'est-ce qui nous promet de ce que les Occidentaux, après avoir vécu ce trauma de la guerre terrible, se comporteront à l'égard de cette Russie d'une façon plus raisonnable, plus sage, plus compétente, plus professionnelle, différemment, bref, de l'erreur fatale, et là, qui était la leur au moment où ils n'ont pas trouvé la solution pour accompagner la sortie du nouveau On va peut-être s'arrêter là parce que, si vous voulez bien, la question, évidemment, était très riche, très complexe, et nous sommes au cœur des interrogations, bien sûr. D'abord, André, peut-être une nuance, peut-être une divergence historique, je ne sais pas. Il n'y a pas que les Occidentaux qui n'ont pas compris Gorbatchev. Il y a l'écrasante majorité des Russes qui n'ont pas suivi la perestroïka. Ils ont applaudi la liberté. Ils en ont profité. Exactement comme les Occidentaux profitaient de toutes les concessions de Gorbatchev, sans rendre quoi que ce soit. Eh bien, les Russes ont continué et ont développé
mépris, ou en tout cas une condescendance pour Gorbatchev, qui les a amenés à préférer Yeltsin. Ce sont les Russes qui ont mis Yeltsin au pouvoir. Spécifiquement les Russes, d'ailleurs. La Fédération de Russie. Ils l'ont porté à la présidence de la Fédération de Russie. Donc, la question que tu poses, et qui est évidemment la question fondamentale, si tu me permets, enfin, en tout cas, pour ma part, je la reformulerai en ne demandant pas qu'est-ce qui nous garantit que les Occidentaux seront plus intelligents qu'eux. Qu'est-ce qui nous garantit que le genre humain sera plus intelligent qu'eux? La réponse, elle est malheureusement qu'il n'y a aucune garantie. Il n'y a aucune garantie. La seule chose que nous puissions faire raisonnablement, c'est prier matin, midi et soir pour que Poutine tombe le plus vite possible. Pourquoi? Parce que, quel que soit le ou les hommes qui lui succéderaient, de toute manière, il y aurait forcément un changement de politique, il y aurait forcément une ouverture, quels que soient ces gens, abominables ou pas abominables, démocrates ou pas démocrates. Il y aurait un changement, évidemment. Et à ce moment-là, on peut peut-être espérer éviter deux choses. C'est premièrement que le rapport de force soit tel que la tentation d'écraser la Russie, non pas le régime Poutine, mais la Russie, ne l'emporte pas. Et deuxièmement, que la Fédération de Russie n'éclate pas, ce qui mènerait à une guerre de 40 ou 50 ans sur le continent européen. Je ne suis pas optimiste, du tout. Je ne suis pas du tout optimiste. Mais il y a quand même un sentiment assez fort, précisément parce qu'il y a l'expérience des erreurs de 85-90 et des années 90. Il y a le sentiment assez fort dans la plupart des pays européens, y compris dans les Pays-Bas, y compris dans une grosse moitié de la Pologne, celle qui n'est pas au pouvoir aujourd'hui, mais qui peut l'être dans les prochains mois. Si. Et puis, il n'y a pas que des imbéciles au Parlement européen, il n'y a pas que des imbéciles dans les capitales européennes, ni à Paris, ni à Rome, ni à Berlin, ni aux Pays-Bas, ni dans les capitales scandinaves. Est-ce qu'il y aurait vraiment demain, après une défaite de Poutine, le sentiment que youpi, on marche sur Moscou? Non, prions pour que Poutine tombe le plus vite possible. Mais je ne crois pas qu'il soit vraiment nécessaire de prier, mais on peut le faire, pour qu'il n'y ait pas un courant politique significatif qui veuille marcher sur Moscou. Je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Mais je peux vous raconter une anecdote, enfin, qui ne va pas rassurer André. Mais en septembre, je suis invité avec beaucoup de gens, enfin, parmi beaucoup de gens, à un colloque où il y a mais vraiment la fine fleur de l'intelligentsia polonaise, des think tanks. Bon. Et j'ai 3 minutes pour développer qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc. Comme Macron, je pense que les gens sont intelligents. Je dis, il ne faut pas faire le traité de Versailles, faire le plan Marshall. Et mon plan Marshall allait sortir de mes lèvres, je dis non, c'était trop tard.
j'ai vu la salle se décomposer. La salle se décomposer. Et bon, heureusement que je reste connu à Varsovie comme ayant été un compagnon de tranchée de solidarité. Autrement, on me jetait dans l'eau bouillante immédiatement. Il faut savoir formuler les choses. Il faut savoir formuler les choses. Il y a une question sur Zoom là, mais à laquelle vous avez en partie répondu, en disant si quelque part ne risque-t-on pas d'avoir pire et quid d'une mainmise de la Chine sur la Sibérie? Alors, pire que Poutine et la Sibérie chinoise. Jean-Claude, en rare. Vous avez des sanctions d'Europe. Le pouvoir de nuisance indépendamment de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que, manifestement, il semble que les interventions à la fois politiques, interventions dans les différentes élections, du pouvoir russe, avec tout, on a vu un reportage, c'est passé en Espagne, il y avait en Catalogne, il y a une tentative quand même de déstabilisation. Alors que les ensemble avoir une saisi de la nécessité de nombreux fonctionnements qui sont et maintiennent leur relation. Le Sud global, comme on dit. Alors écoutez, on va commencer par pire que Poutine, point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est que pire que Poutine? Je ne sais pas ce que c'est que pire que Poutine. Il y a certainement des variantes. Mais pire, Yeltsin était un gagne petit dans le genre prédateur de Poutine, c'est pas peu dire. Cet homme a fait systématiquement assassiner toutes les personnes qui pouvaient prétendre, je ne dirais même pas à le remplacer, mais à faire entendre avec une crédibilité une autre voix que la sienne. Cet homme... J'attends. Oui, non, mais ça ne marchera plus. Ça a coupé le... Bon. Non, mais tant pis. Hein. Bon, alors on continue. Cet homme, pendant 20 ans, n'a rien fait pour développer l'économie de la Russie, les infrastructures, quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Il a transformé ce qui avait été quand même l'Union soviétique industrialisée en un pays dont le prince héritier d'Arabie Saoudite ne veut plus. Je veux dire, il a transformé la Russie en l'Arabie Saoudite dont le nouveau monarque ne veut plus, c'est-à-dire un état de rente, simplement. Alors, je ne sais pas, fait empoisonner comme Marie de Médicis ses opposants. Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est pire? Encore une fois, oui, il y a des variantes, bien entendu. Le Nord-Coréen n'est pas Poutine, qui n'est pas Xi Jinping, qui n'est pas, Bachar el-Assad. Qui n'est pas Bachar el-Assad, merci, etc. Oui, bien sûr qu'il y a des variantes. Qui est pire, le Nord-Coréen ou Poutine? Moi, je ne sais pas. Bon. L'essentiel, c'est qu'il y ait un changement.
Parce que s'il y a un changement, c'est qu'il y aura eu nécessité d'un changement. Et s'il y a nécessité d'un changement, ça voudra dire que les successeurs auront conscience qu'il faut faire quelque chose. Après, on verra. Après, on verra, mais j'ai essayé avec quelques autres, j'essaye toujours d'ailleurs de réunir des grands noms de l'opposition russe, comme toutes les diasporas et émigrations politiques, ils se foutent sur la gueule. Plus les semaines passent, plus ils se détestent, plus tout ça est négatif et consternant. Navalny, il évolue bien, il est de mieux en mieux. C'est pour ça que je crains fort que Poutine ne l'assassine dans sa prison. Espérons que non. Pire que Poutine, et puis, il faut que je remette mes lunettes. Ah oui, et la Sibérie chinoise. Elle l'est déjà, largement. Économiquement parlant, je veux dire, à la fin des années 80, j'avais fait plusieurs papiers déjà sur la lente progression de la Chine dans la Sibérie lointaine. Mais la Chine n'a pas besoin de conquérir militairement la Sibérie. C'est pas comme ça que ça se présente. Mais si j'étais russe, je préférerais nettement arrimer mon pays à l'Union européenne que le soumettre à la Chine. Mais si j'étais russe, je ne serais pas Poutine. Et M. Poutine, lui, apparemment, préfère soumettre son pays à la Chine parce que ça lui permettrait de rester en place et de ne pas toucher au colossal magot qu'il a accumulé. Le Sud global, ce que vous dites est vrai, absolument. Est-ce que c'est tellement nouveau? Oui et non. Les non-alignés, ça existait du temps de la guerre froide. La grande différence, et elle compte énormément, c'est que parmi les non-alignés d'aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud profond, il y a des puissances économiques, des puissances militaires, des puissances militaro-économiques qui deviennent des puissances politiques. On vient de le voir avec l'accord qui a été négocié sous l'égide de la Chine entre l'Arabie saoudite et l'Iran, ce qui est assez spectaculaire. Donc oui, la situation a changé, en ce sens que parmi ces pays, il y a des pays qui comptent économiquement, politiquement, militairement. C'était à peu près pas le cas du temps des... Je dis bien à peu près, quand même. Mais bon, en tout cas pas dans ces proportions. Mais je ne crois pas du tout à cette idée de Sud global, parce que l'Inde n'est pas la Chine. L'Inde n'est pas la Chine. Ça ne sera pas le cas demain matin, ni même dans 25 ans. Plus ces pays vont s'affirmer, plus leurs rivalités vont s'affirmer aussi, et plus leurs différences vont s'affirmer. Ce qui est nouveau et assez inquiétant, c'est qu'il n'y a plus de camp. Alors, c'est le camp occidental, le camp machin. Non, c'est fini. Chacun joue pour soi, ou essaye de jouer pour soi. Il y a de plus en plus de pays qui ont la possibilité de le faire, ou en tout cas de tenter de le faire. Et nous entrons dans une période d'anarchie internationale au sens propre du terme, c'est-à-dire d'absence de pouvoir déterminant. C'est très inquiétant, parce que ça crée une instabilité internationale. Je ne sais pas, moi, quand l'Iran arrive à se rapprocher de l'Arabie saoudite, là, moi, j'ai un peu le vertige. Qui plus est sous l'égide de la Chine. Mais je ne sais pas d'ailleurs si le plus important est que ce soit sous l'égide de la Chine ou que ce soit le rapprochement irano-saoudien. On va voir.
c'est pas le Sud global, c'est l'anarchie mondiale. Répondez un peu à la question de notre conférence. Est-ce que c'est pas une guerre des temps nouveaux? C'est-à-dire que Poutine inaugure peut-être un type de conflit qui peut se reproduire en d'autres lieux. Bah, écoutez, sans que ça puisse avoir d'issue positive. Hein. oui. C'est-à-dire que on avait eu un exposé avec Bertrand Badi, que vous connaissez sans doute, qui nous avait dit que ces guerres sont des guerres du temps passé. Hein, mais en même temps, on peut se demander si certaines de ces guerres ne préfigurent pas d'autres types de conflits qui seraient pour résoudre en fait les problèmes intérieurs de certains pays, tout simplement. Oui, enfin bon. Mais c'est pas... c'est une anarchie, ce que vous dites. Hein. Non, mais je crois que le chancelier allemand, que tout le monde moque, d'ailleurs, je ne sais pas pour quelle raison, je ne le trouve pas si mauvais que ça, je ne le trouve pas du tout stupide. Mais enfin, le fait est que tout le monde le moque, les Allemands au premier chef. Mais quand il a parlé d'un changement d'air, d'époque, d'air, il avait absolument raison. Je veux dire, cette guerre marque un changement d'air. Je ne sais pas si c'est une guerre du passé ou du futur, mais ça marque un changement d'air. Ça, c'est certain. Nous sommes entrés dans une ère totalement nouvelle. Nous sommes sortis du post-communisme, qui aura duré 30 ans, 35 ans, quoi. Quelque chose comme ça. Et nous sommes revenus à l'affrontement des puissances. Et l'affrontement des puissances dans une configuration tout à fait nouvelle, puisque nous sommes sortis, précisément d'ailleurs au moment où l'URSS s'écroulait, nous sommes sortis des 5 siècles de domination absolue de l'Occident. Et 5 siècles parce que ça datait de la Renaissance. Et c'est vraiment un changement d'air, oui, oui, oui. Oui. Des sanctions? À mes yeux, pas grand-chose. Je préfère que les pays de l'Union européenne prennent des sanctions économiques plutôt qu'elles envoient des jeunes soldats, des jeunes recrues sur le terrain. Je ne crois pas du tout que les sanctions n'aient aucune efficacité, absolument pas. Que vous dire d'autre? Évidemment qu'elles ont des effets étrangement bénéfiques pour les pays, la Russie, mais l'Iran hier, etc. Pour les pays qui en sont l'objet, puisque ces pays sont bien obligés de tenter de trouver les moyens de parer l'effet des sanctions. Et ils trouvent partiellement. Donc on dit, ah oui, mais regardez, les sanctions prises après la Crimée, l'annexion de la Crimée, ont développé l'industrie agroalimentaire en Russie. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Jusqu'à quel point? Ça avait commencé avant. En plus, vous avez tout à fait raison. Mais disons que ça a donné un coup de fouet. Un coup de fouet. Bon, évidemment, puisqu'il fallait remplacer. Moi, j'étais sidéré. Avant la Crimée, à chaque fois que j'arrivais à Moscou, bon, j'y allais tous les 2 ans, ou quelque chose comme ça, je rentrais par curiosité dans les magasins d'alimentation avec beaucoup d'amusement, parce qu'avant, quand j'entrais dans les magasins d'alimentation à Moscou, il n'y avait rien dedans, beaucoup de personnes dehors qui faisaient la queue. Maintenant, il y a plein de gens dedans et personne dehors passe la queue parce que c'est trop cher. Bon, mais j'étais sidéré de voir que le beurre était autrichien, que les biscottes étaient allemandes, que le fromage était français ou je ne sais pas quoi. Enfin, le vin, n'en parlons pas. Enfin, c'était stupéfiant. Bon, il paraît, j'y vais pas là, en ce moment, il paraît que oui, bon, bah, maintenant il y a des produits, bah oui, c'est pas étonnant. Mais est-ce que c'est pour cela qu'on pourrait dire les sanctions n'ont pas d'effet? Bêtise.
Une question là-bas. Oui. Est-ce qu'il y a, à votre avis, des raisons d'espérer qu'à long terme, en s'invoquant la Russie, enfin, le peuple russe, la société russe, retrouve un dynamisme culturel, social, Mais elle l'a jamais perdu. qui prédèle un pays avec lequel on pourrait vraiment retrouver une forme d'amitié ou de. Mais je ne sais pas, moi, pour ma part, je n'ai jamais perdu mon amitié pour les Russes. Si on peut avoir d'ailleurs une amitié pour un pays ou un peuple, non, enfin, comme partout, il y a des salauds et des gens très bien. Mais écoutez, vous savez, dans les 2, 3 décennies du post-communisme, il y a eu une ébullition culturelle en Russie absolument stupéfiante. Stupéfiante. Une création artistique vraiment. Bon, je ne suis pas critique d'art, mais oui, enfin, qui existait, une vitalité, bien sûr que oui, parce que c'était un pays qui renaissait dans le chaos, les saloperies, le vol, les assassinats, tout ce que vous voulez. C'était un pays qui renaissait. Aujourd'hui, c'est un pays muselé, c'est un pays dont la jeunesse créatrice, créative, je ne sais pas comment on dit, a fui ou se terre de peur d'être embarqué sur le front. Mais écoutez, si on peut entendre un peu de russe ou se faire traduire, tout simplement. Écoutez, regardez la vitalité de la presse russe en exil, c'est stupéfiant. Beaucoup plus, excusez-moi, beaucoup plus riche qu'à ma connaissance, la diaspora russe d'après 17 ne l'a été. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Je reformule, qu'est-ce qui vous rendrait optimiste pour la Russie, pour votre pays, dans 20 ans, dans 50 ans? Je vais vous dire, écoutez, si l'Allemagne, après 15 ans de nazisme, a pu devenir l'Allemagne que nous connaissons aujourd'hui, mon Dieu, pourquoi la Russie ne pourrait pas? Bien sûr qu'elle pourra. Monsieur. Craignez pas avec les prochaines élections aussi aux États-Unis et un changement de politique qui pourrait être très, très dangereux. C'est ce qu'espère ardemment M. Poutine. C'est ce qu'espère ardemment M. Poutine. C'est une possibilité. Je n'y crois pas vraiment, mais c'est une possibilité, oui. Mais je veux vous dire, si c'était le cas, il se passerait des choses très intéressantes en Europe. Parce que ne croyez pas, par exemple, les gens qui disent que l'essentiel de l'aide à l'Ukraine est américaine. Si vous additionnez ce que fait l'Union européenne, c'est grosso modo, c'est un peu inférieur, c'est grosso modo, c'est du même ordre d'idée, on va dire, que l'ensemble des aides américaines. Quand on ajoute toutes les aides des pays. Exactement. Exactement. Il y a l'aide de l'Union, enfin l'aide commune, il y a l'aide des 27 capitales, il y a l'accueil des réfugiés, ça compte énormément, en tout cas pour la Pologne. C'est 1,5 million d'Ukrainiens, enfin en tout cas plus d'1 million. En tout cas plus d'1 million d'Ukrainiens en Pologne, et tous les gosses vont à l'école, tous les gens sont soignés. Enfin, je veux dire, c'est un énorme effort financier. Et un très bel exemple de solidarité, d'ailleurs. Un très, très bel exemple de solidarité. Je n'ai pas un copain en Pologne qui n'est pas chez lui depuis 1 an, une ou plusieurs familles. Je n'ai pas un copain. Mais vraiment, hein, ce n'est pas une expression. Pas un. Ils ont tous des familles. J'ai une copine au Parlement, une très grande maison.
Elle a 6 ou 7 familles, avec un dortoir pour les mômes, machin, etc. Enfin, c'est incroyable. On va peut-être arrêter. Oui. Il est quand même Oui, on va peut-être 8h35. arrêter. Une question qui n'a rien à voir avec le foot. Tout à l'heure, vous avez dit que les Allemands avaient d'autres choix qu'acheter des avions américains. Sauf que la France. Mais pas sur l'étagère. C'est ça le problème. Pas sur l'étagère. Je veux dire, on ne peut pas entrer en France et dire je repars avec 15 avions. Aux États-Unis, quasiment. Les chaînes de production, etc. Je veux dire, bon, C'est une question d'offre. Hein. La quantité offerte est beaucoup plus importante aux États-Unis que. Le Rafale, par exemple, bon, sa commercialisation à l'étranger a commencé depuis 5-6 ans. Mais là, les chaînes de production du Rafale n'arrivent pas à suivre, tout simplement parce que pendant très 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 longtemps, quelles que soient les qualités de cet avion, il n'était pas vendu à l'exportation, donc on en produisait pour l'armée française, c'était un petit marché, donc de petites chaînes de production. Et quand l'Inde, les Émirats et je ne sais plus qui a décidé de passer de grosses commandes, il y a eu un gros goulot d'étranglement. Et maintenant, si on leur demande de fournir l'Ukraine, ils ne peuvent pas. De même que les chaînes de production de munitions, bon, Thierry Breton a pris ça en main, je peux vous en parler parce que j'en ai beaucoup parlé avec lui avant-hier, mais Thierry Breton, béni soit-il, j'espère, est en train de réussir ce qu'il avait réussi pour les vaccins, en prenant en main, mais véritablement, en disant, écoute, aux industriels, il me faut dans 15 jours tant de munitions. De quoi vous avez besoin pour pouvoir me les donner? Et la Commission européenne, à travers Thierry Breton, parce que c'est son job à la Commission, c'est la répartition, la politique industrielle, la Commission européenne a pris en main les usines d'armement de l'Union européenne. C'est quelque chose d'inouï, ce qui se passe. Et vous avez toujours des brochettes d'imbéciles qui disent le libéralisme gravé dans le marbre des institutions européennes. Gravé dans le marbre avec ce qui se passe en ce moment. Le communisme ne l'aurait pas rêvé. Bon. Merci beaucoup Bernard Guetta. Notre débat. On aimerait bien continuer encore un certain temps. Alors pour ceux qui peuvent et souhaitons, on a un petit pot qui est offert à l'extérieur, donc on peut continuer le débat plus à bâton rompu si vous voulez. Et si vous avez des questions. Moi, je dois vous abandonner. Je vous demande pardon. Bon, bah, écoute.